Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers élèves. Bonsoir chers collègues. Et bonsoir chers participants. Au nom de ces noms, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dédié à la synthèse philosophique. Un moment de partage intellectuel où la pensée s'élève, s'interroge et s'affine. Aujourd'hui, grâce aux réflexions croisées, à l'écoute mutuelle et à l'engagement de chacun, nous allons explorer les grandes interrogations qui traversent l'humain et son rapport au monde. Ce webinaire est bien plus qu'une simple rencontre virtuelle. C'est un espace vivant où les idées prennent en forme, où les concepts dialoguent et où la philosophie se montre, une fois encore essentielle à la compréhension de notre époque. Cette session est organisée pour aider les élèves en classe d'examen pour mieux aborder leur épreuve philosophique. De ce fait, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir un professeur de philosophie du nom de Ndeye Maguette Gaye, professeur de philosophie au lycée Blaise Diagne de Dakar, qui va partager avec vous, vous candidats, vous élèves en classe terminale, vous élèves qui préparez le bac dans quelques jours, des astuces, des conseils et des recommandations pour mieux réussir le baccalauréat. Avant de recevoir notre invité, nous tenons à remercier notre chère présidente Maïmouna Leye Diakhaté et à la coordonnatrice des activités de ces synthèses, dénommée Madame Aïssatou Ndiaye, qui ne ménage aucun effort pour la bonne réussite de ces synthèses. Donc, nous disons à Ndeye Maguette Gaye la bienvenue. Et chers élèves, comprenez que aussi cette synthèse est faite pour vous. Donc, nous vous demandons, vous avez la possibilité d'écrire sur le chat, de poser des questions, ou bien lever la main. On vous donnera la parole pour poser votre question. Donc, nous souhaitons la bienvenue à notre invitée, Madame Ndeye Maguette Gaye. Ndeye Maguette, soyez la bienvenue. Merci. Bonsoir, M. Kalidoussi. Merci de la confiance et tous mes remerciements. Et c'est un moment, comme vous venez de le dire, un moment effectivement où on ne peut plus se permettre de seulement revenir sur les 4 domaines du programme de philosophie, parce que en fait, les collègues ont déjà eu à le faire pendant 9 mois. Ils ont parlé des différents domaines et ils ont expliqué tout ce qu'il fallait faire, effectivement, tout ce qu'il fallait comprendre. Et le problème, c'est qu'avec les candidats, d'habitude, quand ils arrivent à l'examen, ils ont les connaissances, mais il leur manque en fait quelques clés de méthode. Et c'est pourquoi, effectivement, cette synthèse, je voudrais qu'on l'accentue sur ce qu'on appelle effectivement la méthode ou les méthodes, à savoir les exercices que nous allons faire, dissertation et commentaires. Mais auparavant, avant de commencer, je tiens aussi à vous remercier, à vous saluer et à remercier aussi Madame Maïmouna Leye, donc, avec qui j'ai partagé donc beaucoup de moments à Blaise Diagne. Et c'est tout simplement Aïssatou Ndiaye aussi, Madame Aïssatou Ndiaye et Madame Duma. En fait, quand on parle de la méthode, comme nous le savons déjà, la méthode constitue l'établissement d'un ensemble de règles. Ces règles sont souvent certes rationnelles et elles doivent pouvoir nous permettre d'exprimer notre pensée, une pensée avec cohérence et rigueur. Et il faut savoir ici que rigueur et cohérence ne sont pas loin, parce que la rigueur ne conduit pas du tout à la sévérité, mais conduit tout simplement à ce qu'on appelle la cohérence. Et quand on est en philosophie, par exemple, depuis le début de l'année, on a défini la philosophie avec les élèves comme en tant qu'activité libre. Déjà depuis Aristote, on sait que la philosophie est une activité libérale, dans le sens où c'est après avoir résolu tous les problèmes liés à la nécessité de la vie que la philosophie va voir le jour émerger et se développer. Donc,
on voit que la philosophie est une activité singulière, libre, et en tant que réflexion, la réflexion, elle est personnelle, elle ne se délègue pas. C'est pourquoi, parfois, il peut arriver aux élèves, aux futurs candidats, donc, de se poser la question de savoir est-ce qu'il est possible d'adopter une méthode en philosophie? Et s'il est possible d'adopter une méthode, de quelle méthode s'agit-il effectivement? Parce que, en fait, si la philosophie aussi est une activité singulière et libre, comme le dit André Comte-Sponville, il ne faut pas oublier que cette singularité et cette particularité, donc cette liberté, n'est pas non plus synonyme de désordre. Et il faudrait qu'on s'accorde sur quelque chose pour pouvoir corriger tout simplement les élèves. Il leur arrive souvent de nous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des hors-sujets, que ce soit en commentaire ou en dissertation. Parce que si la philosophie est une réflexion libre, alors chacun a son opinion. Mais effectivement, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de ça. Parce que ce soit la dissertation ou le commentaire, et surtout la dissertation, il s'agit surtout de transformer son opinion personnelle en une argumentation, démonstration. Et c'est là où effectivement il y a un problème. Et avec cette synthèse, nous voulons tout simplement leur expliquer comment faire, quels sont les écueils à éviter, qu'est-ce que les professeurs, les correcteurs attendent effectivement de vos copies. C'est pourquoi nous allons procéder comme suit, parler d'abord de ces attentes, et en parlant de ces attentes, nous allons aussi entrer effectivement dans le commentaire et dans la dissertation. Donc, qu'est-ce que le correcteur, celui qui va avoir votre copie entre les mains? Monsieur, si vous pouvez passer à l'autre diapo. Ce qu'il attend quand il s'agit de la dissertation, c'est d'abord qu'il y ait conceptualisation et problématisation. C'est très important parce qu'il faut qu'il y ait un fil conducteur. Il faut qu'il y ait un certain ordre, une certaine organisation. Ce que le correcteur regarde et recherche en premier, c'est si l'élève a compris le sens, les implications des concepts qui sont en jeu. Si cette compréhension a abouti à une problématisation, effectivement, de ce sujet-là. C'est pourquoi on a dit qu'il fallait analyser correctement les concepts du sujet et montrer leurs relations. Parce que dans un sujet de dissertation, il y a au moins deux concepts qu'il va falloir mettre en rapport, mettre en relation. Au moins, cela veut dire qu'on peut aller au-delà. Et il faut définir ces concepts clairement, montrer quel type de relation le sujet établit par rapport à ces concepts et éventuellement quelles sont les implications de ce rapport, de ces relations que le sujet veut établir. Il faut aussi identifier clairement le problème. En quoi faisant, un sujet est soit une question, soit une affirmation. Si c'est une affirmation, alors l'affirmation est une question. Si c'est une question, cette question aussi cache tout simplement ou une question beaucoup plus haute qui constitue le problème. Le problème, c'est une difficulté. Il faut identifier la difficulté du sujet et le correcteur, quand il est face à la copie, il va rechercher la problématique. Il va se poser la question de savoir, est-ce que dans l'introduction, le problème, il est bien posé? Est-ce que les extensions qui découlent effectivement de ce problème sont aussi bien présentées? Il va aussi, parce qu'on est toujours dans les attentes du correcteur, il va attendre dans l'argumentation que l'on formule avec précision des idées pertinentes et qu'on les développe. C'est important parce que, comme je le disais tantôt, il faut savoir que la dissertation transforme notre opinion personnelle en une argumentation. C'est ça qui est important. Et argumenter, c'est rationaliser. Argumenter, c'est essayer de convaincre son auditoire. Argumenter, c'est faire de telle sorte que ce que tu vas dire ne va pas présenter des trous et des intervalles, donc des incohérences. Il faut le faire avec donc une certaine pertinence. Intégrer des références philosophiques. Oui, c'est vrai que c'est une réflexion personnelle, mais en tant que réflexion personnelle aussi, on ne va pas divaguer
tout simplement dans les nuages. La philosophie a aussi des références et il faut que ces références-là, qu'on les retrouve sur les copies. Et ces références, il faut les commenter. Il faut aussi prendre en charge les thèses opposées, parce que tout à l'heure, je le disais, c'est un problème, c'est une difficulté. Et en tant que difficulté, il y a au moins deux angles de résolution. Le premier angle, c'est la thèse. Il faut aussi savoir que en philosophie, une seule idée ne peut pas constituer tout simplement une parole d'évangile. Il faut prendre en compte les autres idées qui s'opposent parfois à l'idée que nous défendons nous-mêmes. Donc, dans l'argumentation, le correcteur, il s'attend à ça, que l'on défende des idées de manière pertinente et que l'on montre que ces idées-là ont quand même ou présentent certaines limites. La communication aussi. Par exemple, dans les canevas de correction du bac, on met en avant ces trois grandes lignes, ces trois grandes parties. La conceptualisation et la problématisation, l'argumentation et la communication. Et dans la communication, on vous demande de respecter les règles d'écriture. Oui, parce qu'il y a effectivement une certaine clarté du discours que l'on recherche. Il faut que la copie soit aérée, équilibrer les parties. Et autant que faire se peut, ça ne veut pas dire que vous allez, par exemple, écrire 10 lignes pour la première partie, 10 lignes pour la deuxième partie, mais il faudrait qu'il y ait une certaine forme d'équilibre entre les parties. Les citations aussi. C'est vrai que une copie qui présente uniquement et exclusivement des citations est une mauvaise copie, mais les citations, ce sont des illustrations et cela peut permettre tout simplement d'étayer des copies et les correcteurs aussi, ils les recherchent sur vos copies. Donc ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle les attentes. Il faut aussi présenter la copie de manière claire, aérée, séparer les paragraphes pour que le correcteur puisse se retrouver et qu'il n'ait pas besoin de se poser la question, qu'est-ce que cet élève-là, qu'est-ce que ce candidat-là veut effectivement dire. La correction et la simplicité du langage. Souvent en philosophie, vous pensez qu'il faut être compliqué, il faut être tout simplement dans le langage, je sais même pas comment l'exprimer, parce que en fait, pour vous, la philosophie, elle est compliquée. Alors que depuis que René Descartes a décidé de parler le langage du vulgaire ayant le sens tout simplement de simplicité et d'accessibilité ici, alors on part du plus simple pour aller vers le plus complexe étant la réponse à la question du sujet. Si je peux avoir l'autre partie. Et à la suite donc de ces attentes que nous avons sur la dissertation, nous avons aussi des attentes pour le commentaire. Et d'habitude, dans le commentaire est un texte. On a un texte. Et face à ce texte, il y a le candidat. On lui demande de commenter. Commenter, c'est expliquer. Et la consigne d'ailleurs ici, c'est expliquer et discuter. Donc, partie explicative, elle est importante. La discussion aussi l'est tout autant. Et pour le commentaire aussi, qui fait appel à la fidélité aux propos de l'auteur. Oui, commenter un texte, c'est d'abord comprendre le texte, être fidèle aux propos de l'auteur et d'abord avant, parce que on ne commente que ce que l'on comprend. Et il faut aussi savoir, et il faut éviter de prendre le commentaire, éviter de prendre le sujet du commentaire par défaut parce que vous n'avez plus d'autres solutions. Il faut aussi éviter de prendre le commentaire comme un prétexte pour faire une dissertation. Parce que parfois, vous n'avez pas d'idée et vous vous dites qu'on peut verser dans le commentaire pour la bonne et simple raison que au moins là, on a des idées et il suffit tout simplement de dire que l'auteur a dit ceci, il veut dire par là pour commenter. Et ça, c'est une erreur. Il faut éviter les contresens
tout en allant au-delà de la simple paraphrase. Mettre au jour les présupposés, parce que aussi c'est ça. On ne peut pas commenter un texte qu'on n'a pas compris. Et pour comprendre le texte, il faut aller au-delà de la compréhension littérale du texte. Il faut connaître les causes. Il faut connaître les raisons qui justifient les propos de l'auteur. C'est ce qu'on appelle les présuppositions, les présupposés plutôt, et les implications des idées de l'auteur. Il faut analyser de manière structurée en identifiant le thème. Il faut toujours, face à un thème, faire ce qu'on appelle la lecture crayon en main. Vous prenez votre crayon, vous lisez le texte et vous soulignez, vous encadrez et vous, en fait, vous suivez le rythme du texte. Donc, lisez en faisant donc une lecture crayon en main, ce qui vous permet de prime abord d'identifier le thème. De quoi parle le texte? Il faut l'identifier. Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Quelle est la question philosophique? À quelle question est-ce qu'il a tenté de répondre? C'est la question philosophique ou la problématique. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? Il faut connaître sa thèse, expliquer cette thèse et expliquer aussi les idées secondaires. Et toujours dans le commentaire, dans les attentes. Donc, premièrement, on attend du candidat qu'il soit fidèle aux propos de l'auteur. Deuxièmement, qu'il fasse une analyse structurée du texte. Et troisièmement, il faut jeter un regard critique à ce texte, en mettant en avant l'idée selon laquelle la critique n'est pas une simple réfutation et elle n'est pas non plus une réfutation radicale. Il faut critiquer le texte, non pas en disant que l'auteur a tort, non pas du tout, parce que dans l'explication, vous avez démontré que l'auteur a raison de dire ceci ou cela et vous êtes venu même donner la justification de ses propos. Mais aucune pensée n'étant exhaustive, il y a toujours donc des zones d'ombre qu'il faut soulever et il faut accentuer votre critique sur cela. Avoir un regard critique, c'est tout simplement dépasser le texte, le compléter, dire ce que l'auteur aurait pu prendre en charge alors qu'il n'a pas pris ça en charge, et, ou aussi tout simplement avoir une idée opposée à l'auteur et la défendre. Et la défendre. Ça fait partie des attentes du correcteur. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que ce soit le commentaire ou la dissertation, il faut d'abord avoir le sujet, les épreuves sous les yeux et prendre le temps nécessaire pour lire tous les sujets avant de choisir. Parce que le choix est un moment important. Il est même primordial. Parfois, il arrive à quelqu'un de rater l'examen uniquement parce qu'il a fait le mauvais choix, uniquement parce qu'il n'a pas pris le temps de la réflexion. Parce que d'habitude, vous vous dites, de toute façon, quel que soit alpha, je vais prendre la dissertation ou le commentaire, parce que l'autre épreuve, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. Alors qu'il faut partir avec les deux et faire le bon choix. Après avoir fait le bon choix, il faut analyser au brouillon le sujet choisi pour identifier le problème. Il faut l'analyser, surtout quand il s'agit de la dissertation. Il faut faire un travail préparatoire. En quoi faisant? Il faut prendre le sujet, le décortiquer, le déconstruire et le reconstruire. Et dans ce travail de déconstruction et de reconstruction, ce qu'on cherche à atteindre, c'est la compréhension. Une compréhension qui nous permettrait donc de pouvoir même reformuler le sujet si on veut, même si la reformulation en dissertation philosophique, ce n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est de poser le problème. Il faut aussi, après cette analyse au brouillon, établir toujours au brouillon un plan de travail qui guide le développement. Il faut un plan. On ne peut pas progresser, ni que ce soit dans la dissertation ou dans le commentaire, si on n'a pas le plan. C'est un fil conducteur. Le plan, c'est un chemin à parcourir
à travers ces questions, vous pouvez aussi présenter votre plan de manière affirmative. Il faut produire aussi une introduction complète au brouillon. Ne commencez pas directement en faisant l'introduction. En fait, pour éviter qu'il y ait problème de temps, vous avez 4 heures de temps, mais aussi il faut savoir qu'entre la lecture, la relecture, la compréhension et l'analyse, vous pouvez perdre énormément de temps. Il faut essayer d'utiliser de manière parcimonieuse son temps, éviter la dispersion, tout simplement. Donc, il faut faire un plan. Le plan guide le développement. Produire une introduction complète au brouillon. Et comme vous avez fait le travail préparatoire, le plan détaillé, vous savez quelle sera votre thèse, quelle est votre antithèse, et éventuellement, si vous avez une synthèse, vous la connaissez. Et là, je parle de la dissertation. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une conclusion aussi complète au brouillon avant le moment de la rédaction. Et dans la rédaction, au développement, dans le développement, il faut définir de manière claire les concepts. Si dans le sujet, il y a le mot philosophie, il faudrait que dans l'argumentation, que l'on comprenne, que l'on voit la définition du mot philosophie selon le sens du sujet. Il faut définir les concepts en les mettant dans leur contexte, tout simplement dans le contexte du sujet. Utilisez des connecteurs logiques pour progresser avec cohérence. Souvent, vous pouvez être sur un point, tourner en rond, vous n'avancez pas. Ça porte préjudice à votre travail. Il faut utiliser des connecteurs logiques et avancer tout simplement dans le travail. Tirer les conséquences des arguments par des conclusions partielles. Vous êtes au brouillon, vous décortiquez, vous faites ce qu'on appelle le plan détaillé, ce qu'on pourrait appeler le plan détaillé. Vous dites par exemple en guise de thèse, c'est ça que je vais défendre. On est dans la dissertation bien sûr. En guise d'antithèse, je vais défendre cela, j'utiliserai tel argument, tel autre argument. Alors vous pouvez en tirer des conséquences. Et ce sont ces conséquences-là qui constituent des conclusions partielles. Il ne faut pas oublier du tout les transitions entre les parties. Vous quittez la première partie pour aller dans la deuxième partie. La philosophie aimant tout simplement les questions, vous pouvez poser une question qui vous permet d'entrer dans la deuxième partie de votre travail. Il ne faut pas oublier les transitions. Il faut placer aussi les illustrations et exemples. J'en ai parlé tout à l'heure. Les illustrations, il faut savoir où les mettre. C'est-à-dire que c'est après argumentation que vous pouvez tirer, prendre une illustration en guise tout simplement pour étayer ce que vous avez déjà défendu. Par exemple, vous avez défendu l'idée selon laquelle on apprend la philosophie. Arrivé à un moment donné, vous prenez l'exemple des écoles de philosophie de l'Antiquité pour montrer qu'effectivement, il y a eu des écoles, c'est parce qu'on apprend à philosopher. Vous voulez défendre l'idée selon laquelle la philosophie ne s'apprend pas parce que c'est une réflexion individuelle, la pensée, la réflexion, elle ne se délègue pas. Et en tant que pensée individuelle, on se demande comment on peut parler d'école. Et dans ce cadre-là aussi, vous pouvez prendre l'exemple du doute cartésien pour étayer votre travail. Donc, il ne faut pas oublier les illustrations et les exemples. Soignez la conclusion. Parce que aussi, c'est important. La conclusion, c'est le dernier moment. C'est la dernière chose que le correcteur va voir de votre travail. Oui, arriver à la conclusion, il ne faudrait pas mettre quelque chose qui diminue votre note. Parfois, vous avez fait une bonne dissertation. Arrivé à la conclusion, vous produisez quelque chose, une question par exemple, qui diminue tout simplement votre note. Il faut être regardant sur ça. Maintenant, je vous ai dit ce qu'il faut attendre. Ce que le correcteur attend de vous. Il attend la conceptualisation des notions, la problématisation des énoncés, l'argumentation et aussi une bonne communication.
Je vous ai dit aussi ce qu'il fallait faire, l'argumentation dans la cohérence, faire le travail préparatoire, ainsi de suite, produire une introduction et une conclusion au brouillon pour ne pas trop bâcler ces dernières. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Parce qu'on est dans les conseils pratiques. Il faut éviter ce qu'on appelle des erreurs de méthode. Par exemple, la récitation de cours. Déjà, dans les canevas de correction, on le met de manière spécifique. Il ne sera pas toléré un candidat qui récite un cours. Donc, faites tout pour ne pas réciter un cours. Parce que la dissertation ou le commentaire ne constitue pas des exercices d'érudition. Il ne s'agit pas de vouloir montrer ce que vous savez et de mettre ce qu'il ne faut pas, ce qui ne va pas, tout simplement dans votre travail. Il ne faut pas éviter la précipitation. Là, surtout quand vous choisissez un sujet. Si vous le faites dans la précipitation, à un moment donné, vous vous rendez compte que ce sujet-là, vous n'êtes pas trop à l'aise avec, très à l'aise avec, et vous voulez changer, vous perdez du temps. Donc, il faut éviter la précipitation et regarder de manière tout simplement précise. L'indécision aussi. Oui, je prends le premier sujet. Au bout de 10, 3 minutes, 30 minutes, je me dis, finalement, je prends la deuxième dissertation. Après quelques minutes, vous vous dites, non, finalement, ce sera le commentaire. Ça, c'est du temps perdu. Or, le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc, prenez le temps nécessaire de la lecture de tous les sujets et prenez le temps nécessaire aussi pour le choix. Choisir un sujet, mais ne choisissez pas un sujet par défaut. Vous avez aussi parfois des erreurs de contenu. Quand ce n'est pas clair, parce que quand on lit l'introduction, le correcteur, en lisant l'introduction, il cherche la problématique. S'il ne trouve pas de problématique, alors l'introduction, on ne peut pas dire que c'est une bonne introduction. Parce que dans une introduction, il faut problématiser. Il faut amener le sujet, comme on l'appelle souvent, par une généralité, comme vous avez l'habitude de dire, mais je préfère par une logique. Il faut contextualiser plutôt. On peut amener le sujet de manière historique en partant du concept principal que l'on définit de manière brève, concise, mais aussi que la définition puisse cadrer directement avec ce que dit le sujet. Donc, il faut éviter l'absence de clarté du problème. Les incohérences, j'en parlais tout à l'heure parce qu'on les attend. Les correcteurs attendent une cohérence. Si vous produisez des incohérences, alors ça va tout simplement porter préjudice à votre couple. Ne tournez pas en rond. Sur une idée, ne revenez pas sur l'idée. Si vous avez une idée, vous la prenez en charge. Vous donnez les implications de cette idée et après, vous avez terminé avec l'idée. Alors, il faut passer à autre chose. Ne tournez pas en rond et ne mettez pas les idées de la thèse dans l'antithèse quand vous êtes dans la dissertation. Les hors-sujets et les contresens, il faut aussi les éviter. Les hors-sujets quand vous êtes dans la dissertation, et là, vous avez des hors-sujets quand vous ne prenez pas le temps de la lecture et de l'analyse de vos sujets de dissertation. Vous êtes dans ce qu'on appelle dans les contresens, les hors-textes. Si vous vous précipitez, vous êtes dans le commentaire, vous avez pris le commentaire et de prime abord, qu'est-ce que vous faites? Vous avez eu à lire une phrase, une idée sort de cette phrase et vous vous dites que ça, c'est une idée séduisante. Elle vous séduit tellement que vous prenez le texte comme un prétexte pour faire une dissertation sur cette idée séduisante. Ça, c'est à bannir. Et on le refuse spécifiquement. Il faut éviter de faire du texte un prétexte. Vous avez aussi des erreurs de forme. Vous sautez d'une partie à une autre sans transition. Ça crée les trous et les intervalles, pour parler un peu comme Dormesson. Les fautes, oui, les élèves en produisent. Mais il faut faire l'effort nécessaire pour en produire de moins en moins. Faites tout pour
À défaut de les bannir, il faut les bannir. Hein. Mais au moins, il faut pour éviter donc certaines choses. Et les maladresses de langue, quand vous avez des tournures de phrases tellement compliquées que vous-même, vous ne vous comprenez pas. Et vous vous dites, le correcteur, comment est-ce qu'il va faire pour vous comprendre? Donc, évitez les fautes. La présentation aussi, elle doit être clean. Il ne faut absolument pas la négliger. Quelle est donc la structure d'une dissertation? Dans l'introduction, je vous l'ai dit, mais la répétition est pédagogique. Il faut amorcer le sujet. Définir les termes, pas du tout. Il ne faut pas définir tous les termes. Il faut partir, si vous voulez, du terme central, du concept central, vous le définissez et vous utilisez cela en tant qu'entrée en matière. Donc, quand vous prenez tous les termes, par exemple, un sujet qui dit l'ignorance est-elle la mère de la croyance, vous définissez dans l'introduction l'ignorance, vous définissez la croyance dans l'introduction, vous définissez la mère, vous êtes dans l'incohérence. Donc, il faut prendre le premier concept, si vous voulez. Vous voulez donc partir de la définition. Prenez le premier concept. Et la définition que vous donnez de ce concept-là, il faudrait qu'elle vous amène directement vers l'autre concept et le sens du sujet. Donc, il ne faut pas définir tous les termes dans l'introduction. Quand vous amorcez le sujet, quand vous entrez en matière, vous pouvez partir d'une définition. Mais cette définition, elle doit être brève, elle est concise et elle permet d'entrer directement dans le vif du sujet pour poser le problème. Le problème maintenant, c'est une difficulté. Et en tant que difficulté, une question simple parfois ne suffit pas. Il faut que l'on sente effectivement les idées qui se balancent et que l'on sente qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui constitue le nœud de la question. Avant d'annoncer le plan, et le plan, c'est le chemin qui va vous permettre de résoudre votre problème, tout simplement. Maintenant, dans le développement, il y a plusieurs types de sujets concernant la dissertation. Il y a ce qu'on appelle des sujets de type dialectique, des sujets de parallèle ou de comparaison, ou des sujets d'analyse de notions. Mais les plus connus et les plus communs sont les sujets de type dialectique. Et quand on parle de la dialectique, on pense à Hegel, au choc des contraires. Et là, dans la dialectique en dissertation, nous pensons à la production d'une thèse, d'une antithèse et éventuellement d'une synthèse. Et si vous avez une bonne thèse, il faut l'argumenter. Vous passez à l'antithèse. L'antithèse n'est pas le contraire de la thèse. Vous ne pouvez pas, par exemple, venir défendre l'idée selon laquelle la raison a toujours raison. Et après, dans l'antithèse, vous défendez la raison n'a pas toujours raison. C'est contradictoire. Donc, là, ce qu'il faut faire dans l'antithèse, c'est montrer qu'il y a un niveau supérieur de réflexion qui nous permet de prendre un autre angle et de défendre cet angle-là. Donc, quand, au lieu, dans un sujet qui pose la question, la raison a-t-elle toujours raison? La thèse ne peut pas être la raison a toujours raison. Ce serait contradictoire, ce serait donc fermer le débat. Donc, tout ce qu'on peut défendre, c'est la thèse qui est sous-entendue. Et la thèse sous-entendue, c'est la raison a raison. Dire la raison a raison, c'est supposer qu'elle a raison parfois. Et c'est parce qu'on dit qu'elle a raison, sans pour autant dire qu'elle a toujours raison, qu'il est possible de dire, de montrer qu'il existe des erreurs de la raison et que ces erreurs vont conduire tout simplement à l'absence de raison. Et ça nous permet d'avoir une antithèse qui va orienter la réflexion sur la rectification des erreurs en sciences dont parle Bachelard et sur l'absence de confiance que l'on peut avoir par rapport à la raison quand on se limite, quand on se situe à ce niveau de ces erreurs et de
imperfections parce que c'est une faculté humaine. Donc, il faut produire une thèse. Si vous avez une synthèse, c'est une troisième partie, une troisième idée. Une idée qui permet de faire la réconciliation entre la première et la deuxième dans une réflexion beaucoup plus poussée et beaucoup plus haute. Donc, si vous avez une possibilité de synthèse, alors allez-y. Ce sera toujours des points en plus. Mais il est préférable de se limiter à une antithèse quand on n'a pas de synthèse pertinente. S'agissant de la conclusion, il faut faire le bilan de la réflexion. Oui, c'est le moment de faire le bilan de la réflexion. Mais si vous avez, au cours de l'argumentation, fait le travail comme il se doit, c'est-à-dire tirer les conséquences de vos arguments, vous avez donc des conclusions partielles, vous pouvez les reformuler dans la conclusion générale en faisant le bilan. Il ne s'agit pas d'un résumé, il s'agit d'une forme de synthèse. Vous synthétisez, vous faites le bilan du travail et après vous répondez à la question du sujet s'il s'agit d'une dissertation. Il faut y répondre. Après, si vous avez une ouverture, c'est bien, alors on passe à cette ouverture-là. Et n'oubliez pas l'équilibre des parties. L'équilibre des parties. Et il faut aussi revenir un peu sur le commentaire. Parce qu'avec le commentaire, il faut aussi organiser son travail. Certains élèves me disent que, est-ce que pour faire un commentaire, on doit écrire thème, thèse, question, philosophie? Ce n'est pas pertinent. Ça, c'est un travail préparatoire. Au brouillon, par exemple, vous êtes à la recherche du thème, vous identifiez le thème, vous mettez ça au brouillon. Vous identifiez la question philosophique, de quoi parle le texte, répond au thème. Quelle est la préoccupation de l'auteur? À quelle question tente-t-il de répondre? Vous avez la question philosophique. Quelle est sa réponse par rapport à cette question? Vous avez la thèse. Comment il a procédé pour arriver à cette réponse? Vous avez la structure. Ce sont les éléments qu'il faut mettre dans l'introduction du commentaire. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans l'introduction? Qu'est-ce que le correcteur recherche dans l'introduction du commentaire? Le thème, la situation du texte par rapport au thème, la question philosophique qui vient juste après cette situation par rapport au thème, la réponse à cette question qui constitue la thèse et la structure du texte qui montre les différentes étapes que l'on doit parcourir, que l'auteur a eu à parcourir effectivement pour donner son idée et effectivement avoir cette thèse-là. Mais toujours dans l'introduction du commentaire, sachez que il peut arriver, et il est même pertinent, que vous posez une question qui ouvre la voie à la partie critique. Parce que la consigne, c'était quoi? Expliquer et discuter. C'est ça la consigne. Il faut expliquer le texte, il faut le discuter. Donc, quand vous suivez dans le plan la structure du texte, l'auteur commence par développer telle idée. Avant de passer à telle autre idée, alors il faut poser. Vous pouvez poser. Si vous ne le faites pas, on ne va pas vous en vouloir. Mais cela va vous permettre aussi de vous rappeler que vous avez une discussion à produire, une partie critique effectivement à faire. Donc, posez une question qui amène la critique. Et pour l'argumentation du commentaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer le texte. Qu'est-ce que expliquer veut dire? Il faut analyser les idées du texte. Ces idées, il faut les expliquer, les clarifier, parce que commenter un texte, c'est le rendre clair. C'est le rendre clair. Mais quand vous vous contentez de reprendre le mot à mot du texte, ou de faire du pointillisme au point de vous arrêter sur tous les termes et de dire ce que cela signifie, vous rendez encore le texte beaucoup plus obscur que ce qu'il ne l'avait été. Donc ça, ce n'est pas commenter. Commenter, c'est définir les concepts.
on revient au concept. Parce que c'est la définition de ces concepts qui vous amène vers les idées du texte. Vous définissez les concepts, vous expliquez les différentes idées du texte et de manière progressive en suivant le rythme du texte. Il est bien d'expliquer de manière logique. Alors, il faut le discuter. La discussion. Les collègues disent qu'il y a deux façons de faire. La première, que nous connaissons bien, c'est celle qui consiste à expliquer d'abord et discuter ensuite. C'est d'ailleurs la plus simple parce qu'il y a moins de transitions à faire, moins de connecteurs logiques à produire. Mais il y a une autre méthode qui consiste à expliquer une partie, une idée, et à montrer les limites de cette idée avant de progresser à l'autre idée. Donc, quoi qu'il en soit, sachez que la discussion, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle fait partie de la consigne expliquer et discuter. Après avoir expliqué, il faut discuter le texte tout en sachant qu'il ne faut pas dire que l'auteur a tort, il ne faut pas dire qu'il s'est trompé non plus. Il faut dire tout simplement qu'il y a des angles de résolution du même problème que lui-même, il n'a pas pris en charge. Et vous prenez en charge cet angle de résolution. Et pour revenir un peu à l'explication aussi, il faut savoir que dans l'explication, ne faites pas de la paraphrase, mais ne faites pas l'économie de citer non plus le texte. Quand vous expliquez de manière claire le texte, il faut rappeler au correcteur. Il ne l'a pas oublié, mais il faut toujours le lui rappeler que vous êtes toujours dans l'explication du texte. En quoi faisant? En citant une partie du texte. Les citations, c'est important. C'est vrai que vous pouvez sortir du texte pour citer d'autres auteurs qui vont dans le même sens que les idées du texte, mais sachez aussi qu'il est important de citer les mots de l'auteur et de mettre ça dans votre explication. Et dans la partie critique, qu'on appelle aussi discussion, le correcteur, il l'attend. Dans cette partie aussi, ne faites pas l'économie de l'argumentation. Il ne faut pas avancer une idée sans l'argumenter. Il ne faut pas avancer une idée et s'en tenir là tout simplement. Si vous avancez une idée, il faut donner toutes les implications, toutes les explications possibles et imaginables de cette idée avant de passer effectivement à autre chose. Faisons maintenant un tableau récapitulatif. Concernant la préparation, il faut lire attentivement tous les sujets. Et j'insiste là-dessus. Choisir celui que vous maîtrisez le mieux. Établir un plan détaillé et au brûlant. En ce qui concerne la gestion du temps, il faut réserver environ 30 minutes pour l'analyse du sujet, même au-delà de ces 30 minutes. 2h30 pour la rédaction et 1 heure pour la relecture. Mais ça, c'est à titre indicatif. Parce que ce n'est pas au correcteur, ce n'est pas au professeur de te dire c'est en 10 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes que tu vas comprendre un texte. C'est selon, tout simplement, chacun. Mais aussi, il ne faut pas perdre du temps au point de lire pendant tout le temps et de ne pas avoir donc l'opportunité de bien résoudre ton problème. Quant à la rédaction, il faut soigner l'introduction et la problématique. L'introduction, soigner l'introduction, déjà, c'est parler de la problématique, parce que c'est le moment de la problématisation. Développer une argumentation cohérente, utiliser des références pertinentes. Ça, c'est dans la rédaction, il ne faut pas l'oublier. Et en 3 maintenant, dans la relecture, il faut vérifier la cohérence et de l'ensemble. Corriger les faits. S'assurer que la conclusion répond à la problématique. Souvent, vous rendez votre copie sans prendre le temps de lire et de corriger.
et les fautes d'orthographe, de grammaire, toutes sortes de fautes que vous produisez, cela peut porter préjudice à la présentation de votre travail. Et en gros, c'est ce que j'avais prévu de présenter. Et maintenant, si vous avez des questions, monsieur, si je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Ndeye Maguette Gaye, Merci à vous. pour cet exposé éclairant qui nous a permis de mieux comprendre les exigences de l'épreuve philosophique et les chemins possibles vers une copie claire, structurée et pertinente. Nous allons maintenant ouvrir un temps de questions afin de revenir sur certains points, de préciser aussi certaines notions et surtout de vous permettre, quand je dis vous, c'est-à-dire je m'adresse aux candidats surtout de permettre aux candidats de repartir avec des repères concrets pour des révisions. Donc, je leur demande de ne pas hésiter à poser des questions, même les plus simples. Elles sont souvent celles que beaucoup pensent sans oser ou formuler pour nourrir le débat. Donc, Madame Ndeye Maguette Gaye, en attendant que les élèves amènent les questions et autres, voici quelques questions pour vous, c'est-à-dire qui vont tourner sur les attentes du correcteur, sur la problématisation et la conceptualisation, et aussi sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est juste revenir sur les points dont vous avez abordés. Voilà. Concernant les attentes les attentes des correcteurs, maintenant, selon vous, bon, avant même de poser la question, j'avais une idée même que je voulais toujours vous poser même. Souvent, les élèves de terminale disent que philosophie, wax sa xalaat la. Ñaanal yàlla rek dajeeg yàgg prof ngeen bokk idée. Qu'en pensez-vous de cela? D'abord. Oui, c'est vrai que ça, c'est un préjugé. Les élèves, ils font de la philosophie et en philosophie, on leur dit qu'il faut réfuter les préjugés, mais ils nourrissent beaucoup de préjugés. C'est une réflexion critique, une réflexion personnelle. Par exemple, je prends l'exemple de la dissertation. Dans une dissertation, on te pose une question ou on te donne une affirmation et on te demande de réfléchir, de poser, d'analyser cette affirmation ou de répondre à cette question de manière personnelle. Mais il faut savoir que le correcteur, vous ne le connaissez pas. Lui non plus, il ne vous connaît pas. Et les correcteurs, ils ne corrigent pas des personnes, ils corrigent des copies. Et en philosophie, aucune parole n'est parole d'évangile. Par exemple, quand le professeur, il corrige une copie, il recherche la cohérence de l'argumentation, la problématisation des énoncés. Il fait un commentaire, est-ce qu'il a compris le terme? Est-ce qu'il a pu détecter le terme? Est-ce qu'il peut donner la problématique, les implications de cette problématique, ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Et on ne peut pas savoir ce que le correcteur pense effectivement de tel sujet ou de tel autre sujet. Et tel n'est même pas le débat. Argumenter, c'est convaincre. Il faut essayer de convaincre le correcteur par la rationalité de nos idées. C'est tout simplement ça. Les correcteurs, ils ne sont pas là pour jouer aux gendarmes et imposer leur manière de voir. Ils n'en ont ni le droit et ils n'ont même pas l'envie. Donc, tout ce qu'ils cherchent sur la copie, c'est la cohérence. Tu peux, par exemple, avoir même une certaine idée sur un sujet de philosophie. Et quand on établit, par exemple, les canevas de correction, on ouvre les vannes. C'est pour ne pas trop être fermé. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on fait effectivement des concertations. Les concertations, avant les corrections, servent à résoudre ce genre d'écart de notes. Et si on se concerte, c'est pour pouvoir prendre en charge tout ce qui est possible et qui entre dans le cadre de la résolution du problème. Et parfois, en corrigeant une copie, tu peux te rendre compte que
cet aspect de la problématique, tu ne l'avais pas prise en charge. Mais l'élève prend cela en charge et il le fait de manière très bien. Alors, est-ce que tu vas le sanctionner juste parce que tu n'avais pas orienté le sujet dans ce sens-là? Pas du tout. Pas du tout. C'est une réflexion personnelle. Et en tant que réflexion personnelle, il faut convaincre. Et pourquoi d'ailleurs on parle de argumentation, démonstration? C'est comme en mathématiques. Il faut démontrer. Même si l'argumentation et la démonstration philosophique et la démonstration mathématique, ce n'est pas la même chose, mais la logique reste effectivement là. C'est ce que j'avais à répondre à cette question. Voilà, merci beaucoup encore, Madame Maguette Gueye. Sinon, juste avant de continuer, il y a au moins 2 ou 3 questions. Et c'est ça qu'on attendait même. Et je crois bien que ce sont ces questions même qu'on va prioriser. Mais avant de lire la question de ces élèves, il y a Madame Djouma qui vous dit Machallah, belle présentation. Hein? Vous avez fait tomber le mythe de l'invisibilité de la philo. En réalité, tout est dans la démarche. Merci beaucoup pour ce compliment. Sinon, il y a Ahmed Bari qui vous pose là une question, qui vous dit salut. Je voulais juste savoir, même si on n'a pas des références, on peut juste des citations. C'est-à-dire peut-être il voulait dire, est-ce qu'on peut juste poser des citations ou bien des exemples courants? Il y a Maïmouna aussi, je vais vous donner les 2 questions, comme ça vous allez ramasser, qui dit, je voulais savoir, est-ce qu'on peut sauter des lignes pour le commentaire? Oui, concernant la première question, si on n'a pas de référence philosophique, si j'ai bien compris, il veut dire qu'il n'a pas de référence philosophique et il veut donner des exemples. Des exemples simples. Il faut savoir que la philosophie, elle parle de tout. Je donne un exemple. Quand le sujet porte sur la science et ses découvertes et ses applications techniques qui donnent naissance à tout simplement des méfaits. Alors là, les exemples, vous pouvez les tirer dans la vie de tous les jours. Les effets de la science, les effets, que ce soit des bienfaits ou des méfaits, c'est quelque chose que nous vivons. En fait, la philosophie nous parle de nous-mêmes. La philosophie nous parle de la vie, des relations sociales. Par exemple, dans un sujet qui parle de ces relations sociales, de l'amitié que nous pouvons avoir tout simplement en tant que des êtres sociaux, dans un sujet pareil, vous pouvez donner des exemples. Il ne s'agit pas de parler, de mettre en avant une conversation que l'on a eue avec des amis. C'est vrai que parfois, quand vous dites à vos élèves, c'est vrai que les exemples, vous pouvez les trouver un peu partout, la vie de tous les jours, pour la bonne et simple raison que la philosophie, ça parle de nous-mêmes. Ils peuvent leur arriver de dire des choses tellement anodines que parfois même tu rencontres des élèves qui te parlent de conversations entre amis. Mais il faut savoir que les exemples, il faut les mettre dans l'argumentation. Les exemples, il faut que cela colle à l'argumentation, tout simplement. Et maintenant, des références philosophiques, vous ne pouvez pas en manquer. Vous avez fait 9 mois de philosophie. On vous a parlé de Platon, on vous a parlé de Descartes. Alors, il faut tout simplement utiliser ce que vous savez et les mettre au bon endroit. Concernant la deuxième question, ça disait quoi? Voilà, la deuxième question, ça dit, il vous demande, il ou elle, bon, c'est Maïmouna, ok. Elle dit que je voulais savoir, est-ce qu'on peut sauter des lignes pour le commentaire? Ça dépend de là où vous voulez sauter des lignes. Par exemple, que ce soit dans la dissertation ou le commentaire, il faut aérer la copie. Et moi, ce que j'entends par aérer la copie, c'est qu'après une introduction bien faite, tu peux te permettre de sauter une ligne. Parfois même, tu vas juste et directement à la ligne. Si tu vas à la ligne, c'est bon, personne ne va te le reprocher. Mais si vous pouvez aussi sauter une ligne pour montrer tout simplement qu'il y ait une clarté et rythmer votre travail, ça aussi c'est bien. Mais vous ne pouvez pas sauter des lignes n'importe où, n'importe comment. Par exemple, si vous êtes dans le commentaire,
Vous ne pouvez pas sauter une ligne juste parce que vous avez expliqué la première partie. Vous sautez une ligne pour aller expliquer la deuxième partie. Non, ça c'est souvent ça amène des ruptures épistémologiques. Il faut utiliser des connecteurs et souvent ce qu'il faut faire, c'est aller à la ligne et respecter tout simplement l'écart qu'il faut mettre devant. C'est ça qui permet d'aérer la copie. Mais sauter une ligne, ne pas en sauter quand il s'agit de passer de l'introduction au développement, du développement à la conclusion, ça ne peut pas avoir une grande incidence sur la note. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Sinon, bon, il y a une autre question d'un utilisateur anonyme, c'est-à-dire qui vous dit « Salut, dans une introduction, est-ce que la reformulation du sujet est obligatoire ?» Dans une introduction de quoi? De dissertation? De commentaire? Bon, il n'a pas précisé, donc on va juste en profiter et essayer de dire les deux à la fois. Oui, du moment qu'il parle de reformulation. D'ailleurs, il précise, il dit la dissertation. Il doit là. Oui, c'est la dissertation. Dans la dissertation, il dit est-ce qu'une reformulation est obligatoire? Oui. Pas du tout. Ce qui est obligatoire dans l'introduction, c'est la problématique. Maintenant, dans certains types de sujets, la reformulation permet de préciser la question, permet de préciser le problème. Et là, vous pouvez faire cette reformulation. Par exemple, dans un sujet où il y a une alternative, soit, tantôt, pour ou contre. Donc, il y a une alternative. Là, dans ce genre de sujet, une reformulation peut permettre de faire sortir le problème. Mais il faudrait qu'il sache que ce qui est important, ce n'est pas de reformuler ou de ne pas reformuler. Dans la philosophie, on a quand même une certaine marge de manœuvre, c'est la liberté. Mais cette liberté n'étant pas désordre, il faut savoir que la problématique, c'est ça que l'on recherche dans l'introduction. Il faut problématiser, il faut donner le plan. Donc, quelle que soit sa méthode, la reformulation n'est pas obligatoire. Voilà, merci beaucoup. Bon, nous sommes à moins de 10 minutes de la fin de notre synthèse. Sinon, bon, il y a Madame Djoumondong Fall qui lève la main. Donc, Madame Djoumon, à vous la parole. Merci, M. Si. Merci à Madame Ndeye Maguette pour cette belle présentation vraiment de haute facture. Alors, en tant que prof de français, vraiment, j'ai beaucoup suivi avec beaucoup d'intérêt votre présentation et j'avais même l'impression de m'entendre parler. Mais je voulais juste quand même vous interpeller par rapport aux exercices. En philo, vous avez la dissertation, vous avez le commentaire. En français, les élèves également font la dissertation littéraire et le commentaire littéraire. Il en va de même également en histoire. Alors, en tant que professeur de philo aujourd'hui, quel conseil donnez-vous à ces candidats pour ne pas vraiment sortir des exigences de la technique de la dissertation philosophique comme du commentaire philosophique, pour éviter vraiment les digressions et tomber dans d'autres méthodologies comme la dissertation littéraire et comme également la dissertation historique? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame Djouma. Oui, effectivement, c'est ça. Vous pouvez apprendre aux élèves la méthode, mais il y a toujours des écueils, il y a des pièges. Et pour réussir la dissertation, il n'y a pas de secret. Pour réussir la dissertation, parce que c'est pour ça. Les élèves, souvent, ils se focalisent sur les notes précédentes d'autres candidats pendant d'autres examens pour dire qu'en philosophie, avoir une grosse note, une grande note, donc une note importante, c'est difficile. Alors qu'en fait, il n'y a pas de secret, c'est un fil conducteur. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les écueils? Il faut, concernant la dissertation, décortiquer le sujet, je l'ai dit tout à l'heure. En quoi faisant? Dans le sujet, il y a au moins 2 ou 3 concepts qui sont importants. Il faut les faire partir du sujet, les définir et en fait, les définir en donnant différents sens de ce concept ou de ces concepts. Et selon ces différents sens que l'on donne,
Après, on revient, on les remet dans le sujet pour voir quelle est la meilleure définition à conserver. Quelle est la définition qu'il faut conserver? Parce que cette définition va dans le sens du sujet. Donc, quand les élèves, ils font le travail préparatoire, quand ils problématisent, parce qu'en définissant les concepts de différentes manières, rien qu'en regardant ce qu'on appelle sa feuille de brouillon, l'élève, le problème, parce que c'est cette contradiction qui est inhérente à l'énoncé. Vous identifiez le problème et vous le mettez à l'écart. Vous dites, oh, ça c'est problématique. Par exemple, comment on peut accorder à la raison la primeur de l'information, alors qu'en tant que faculté humaine, il lui arrive de se tromper. C'est ça le problème. Pour laquelle la raison a toujours raison, parce que tout simplement, elle est une faculté de connaissance. Et quand tu détectes ce problème, tu te poses la question, comment je dois faire pour résoudre ce problème-là, pour arriver à répondre? Mais il y a deux idées qui s'entrechoquent. La première idée, c'est celle qui fait de la raison une faculté de connaissance. Tu prends en charge cet aspect de la question. Tu pars de la conceptualisation. Tu prends le concept de raison. Tu définis ce concept et tu entres, de fil en aiguille, cette définition du concept va te conduire vers la défense ou l'argumentation de la première idée. Et au bout du compte, après avoir montré comment cette raison est capable d'atteindre la connaissance, tu peux en tirer une conséquence. Suivant ces arguments développés, on peut accorder à la raison la capacité de connaître. C'est ce qu'on retrouve dans la science, dans la philosophie, ainsi de suite. Et après, il faut une transition pour te permettre d'entrer dans l'autre partie et montrer les limites. Il faut que l'élève, pour éviter de rater son examen, il faut qu'il sache que tout n'est pas blanc ou noir. Il faut qu'il sache qu'il y a la possibilité de construire une partie critique. Il faut qu'il sache qu'il faut aller au-delà de la première réflexion. Et la majeure partie du temps, ce qui leur pose problème, ce n'est pas la question. Ce qui leur pose problème, c'est quand le sujet est proposé sous la forme d'une affirmation. Et que dans cette affirmation, il y a deux idées, une première et une deuxième. Et qu'après cette formulation du sujet, la consigne est expliquée et discutée. Ça, c'est comme si c'était un mini-commentaire. Parce qu'il faut expliquer tout, c'est-à-dire toute l'affirmation avant de passer à la partie donc critique. Et souvent, il ne s'arrête pas. Ce qui provoque les mauvaises notes, c'est l'absence de remise en question de la première idée développée. Vous développez une première idée et vous pensez que parce qu'elle est séduisante, parce qu'elle vient de Descartes, certainement, elle ne vient pas souvent de vous. Parce que les élèves, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Dès le départ, ils disent selon Platon, selon Descartes. Et après, ils disent ce que Platon et Descartes ont eu à dire. Mais ça, c'est une mauvaise manière de faire. Parce que la dissertation, la question n'est pas posée à Descartes ou à Platon, mais la question est posée au candidat. Donc, au lieu de dire ce que Descartes a dit et ce que Platon a dit, il faut penser par partir du concept, d'expliquer, de clarifier ce concept et de le mettre dans l'idée directrice et de progresser pour dire ce que vous en pensez. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'il faut convoquer Descartes ou Platon, soit pour étayer vos arguments, soit comme deuxième idée. Tout simplement. Ça, effectivement, il faut que les élèves sachent que c'est la progression. Il faut progresser dans l'argument. Mais sur le commentaire. Avec le commentaire, je ne dirais pas que c'est difficile, parce qu'une question n'est difficile que pour celui qui n'a pas la réponse. Avec le commentaire, il faut être méticuleux. Toutes les idées, il faut les détecter.
Il ne s'agit pas de commenter, d'expliquer tout, dans le sens où vous allez prendre les concepts et les définir et faire des digressions à n'en finir. Il s'agit d'être fidèle au texte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il l'a dit? Pourquoi il l'a dit comme ceci et non pas comme cela? Donc, il faut établir un ensemble de questions qu'il faut poser au texte, parce que c'est un dialogue que vous faites avec ce texte. Commenter un texte, c'est dialoguer avec lui. Et dans ce dialogue-là, vous avez un interlocuteur et il ne doit pas être muet. Le texte, il doit parler. C'est un texte d'un auteur qui est peut-être du XVIIe siècle ou du XIXe ou qui est récent. Et la règle maintenant, ou plutôt la tendance actuellement, c'est que les textes qui sont proposés au bas, les auteurs, souvent, ils peuvent être inconnus. Et on ne donne pas le livre dont le texte est tiré. C'est pour éviter tout simplement que l'élève ne se perde dans les méandres d'une doctrine. C'est le texte, votre interlocuteur. Et en tant que votre interlocuteur, il faut l'interroger. Vous l'interrogez et il vous répond. Et les réponses, effectivement, que le texte vous donne, vous cherchez les raisons de ces réponses. Vous justifiez les idées de l'auteur, vous vous mettez à la place de l'auteur. Il faut toujours se mettre à la place de l'auteur pour savoir. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne la philosophie, les textes sont polémiques. Et il faut aussi une certaine culture philosophique pour faire un commentaire. Par exemple, un texte de Hegel, critiquer une pensée de Descartes ou de Platon, sans pour autant nommer cette pensée-là. Dans un texte, Hegel parle de l'ineffable, par exemple, et il dit que l'ineffable, il donne une vision donc assez négative de l'ineffable. C'est une pensée en pleine fermentation, une pensée qui n'est pas parfaite. Alors que Platon, lui, disait que l'ineffable, c'est la pensée pure. C'est cette pensée qui n'est pas capable de s'exprimer, tellement elle est pure et elle dépasse le langage. Donc, quand tu as une culture philosophique, tu peux traiter, tu peux analyser ce texte. Et en analysant le texte, tu peux par exemple dire que c'est une forme de certaine critique de Platon que Hegel est en train d'établir dans ce texte-là. Mais le problème avec les élèves, c'est qu'ils manquent parfois de culture philosophique. Et ça, c'est parfois désolant. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Madame Diouma Fallan pour cette belle comparaison qu'elle vient de faire, partant de la philosophie à la littérature. Et là aussi, bon, cela prouve que, encore une fois, que toutes les disciplines que nous enseignons sont des disciplines interconnectées. Maintenant, juste chaque discipline a une petite exigence que l'autre n'a pas. Mais l'essentiel, la base, elle est la même, c'est-à-dire c'est l'organisation et la structuration seulement. Donc, sinon, je crois que ça a été très clair. Et merci beaucoup aussi. Merci beaucoup pour cette belle intervention de Madame Fall. Bon, maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce webinaire, donc permettez-moi d'exprimer au nom de ces nommants et de l'ensemble des candidats présents notre profonde gratitude à vous, Madame Maguette Gaye, vous qui êtes professeur de philosophie au lycée de Blaise Diagne de Dakar. Donc, par la clarté de votre exposé, la précision aussi de vos réponses et la générosité que vous avez pour l'accompagnement, donc vous avez su nous rappeler que la philosophie n'est pas seulement une épreuve scolaire, mais c'est un art de penser, une école de rigueur et parfois un chemin vers soi. Maintenant, donc, avant de nous quitter, vous allez juste nous donner ou bien nous laisser un conseil, c'est-à-dire votre dernier mot pour ces candidats. Mon dernier mot serait de demander aux candidats de rester concentrés. Qu'ils restent concentrés et qu'ils sachent effectivement que ce n'est pas diable. Ils peuvent avoir une bonne note en philosophie à condition tout simplement de s'y
de s'y prendre clairement. Le correcteur cherche la clarté. Il faut le convaincre par des idées, de bonnes idées. Et il faut savoir que il n'attend pas une réponse par rapport à une autre. Il attend une argumentation, une analyse claire des sujets qui sont proposés. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, chers candidats, d'après Mme Ndeye Maguette Dieng, elle vous dit, ayez confiance en votre capacité à penser par vous-même, c'est-à-dire ayez une copie sincère, structurée et lucide. Donc, cela vaut mieux toujours qu'un discours récité sans conviction. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Merci encore pour votre attention. Surtout pour votre attention active, vos questions pertinentes et votre soif d'apprendre. Donc, nous disons bonne chance aux candidats. Et merci beaucoup à vous, Mme Ndeye Maguette Gaye. Au début de l'émission, vous nous disiez que vous n'êtes pas chez vous. Donc, nous vous souhaitons un très bon retour. Nous vous souhaitons un très bon retour. Et aussi, Senom est très contente. L'association Senom est très contente de votre engagement. Et en tout cas, merci beaucoup. Et nous souhaitons bonne chance à tous les élèves. Et donc, on se donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah. Okay, bonne chance aux élèves. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Je remercie tout le monde, Madame Djouma, Madame Aïssatou, Madame Ley, et vous-même, Monsieur Si, de l'opportunité que vous m'avez donnée de parler aux élèves. Merci. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ok.